et dont j'essaie de continuer de perpétrer l'enseignement. Et donc, je vais vous proposer ce matin une réflexion sur l'éthique dans notre monde passé, présent et futur. Et donc, je vais essayer de l'exprimer en tant qu'homme ordinaire et aussi en tant que pratiquant de la grande assise zen, du zazen. Et je tiens à commencer à remercier l'organisation de ce colloque et de remercier également mon disciple et secrétaire Loïc Villemain qui m'a aidé dans ce travail en réfléchissant avec moi sur le sujet et aussi surtout en exécutant tout le travail d'animation qui vous aidera peut-être à mieux comprendre et à apprécier mon exposé. Voilà. Éthique, d'origine grecque, et morale, d'origine latine, recouvrent la même signification. Ces notions se rapportent aux mœurs, aux règles de comportement et à leur justification. Morale et éthique impliquent toutes deux une réflexion sur ce qu'il faut faire dans le cadre d'une recherche du bien et du juste. C'est assurément un sujet de discussion qui, depuis l'Antiquité, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et vous pouvez aisément imaginer que l'éthique de la noblesse de cour était différente de l'éthique du tiers-état, que celle d'un adolescent est différente de celle d'un homme âgé, que celle d'un agriculteur est différente de celle d'une star du showbiz, que celle d'un homme élevé dans une famille de gangsters est différente de celle d'un homme élevé dans une famille de policiers. Même les philosophes et les penseurs qui ont exprimé sur ce thème des vérités bien différentes, voire même contradictoires, tout cela pour dire que l'éthique n'est pas une nature morte, mais qu'elle vibre à l'intérieur de chacun de nous. Depuis quelques années, c'est devenu un débat à la mode qui se justifie vraisemblablement par l'impermanence, voire l'inconsistance de nos valeurs sociales, mais aussi parce qu'elle s'est insérée quand même au cœur des réflexions sur l'exercice médical, la recherche scientifique, l'écologie ou encore le développement spectaculaire de l'interdépendance informatique. Force est de constater que malgré la demande pressante, ces discussions n'apportent pas concrètement grand-chose à notre réalité. On observe au contraire que c'est souvent au détriment d'évolutions technologiques plus intelligentes, de la promotion de la conscience, de l'humanisme, que de nouvelles lois, moratoires, décrets et pourquoi pas constitutions sont injectées à doses régulières à nos pauvres consciences en mal d'information. Aurions-nous oublié, à force d'en discourir, les origines du mot éthique et sa signification profonde? Aurions-nous d'aventure mésestimé nos possibilités de la mettre au profit de tous et d'en faire un acteur principal de notre futur? Parlons de l'éthique plus concrètement dans son application dans le domaine de la science, de la vie et de la santé. L'éthique est dite appliquée. On s'attend donc à ce qu'elle soit mise en action et appliquée sur le terrain. En France, elle est principalement exercée par des commissions pluridisciplinaires strictement consultatives, dont les membres sont désignés par le gouvernement. Le CCNE, Comité consultatif national d'éthique, est occasionnellement saisi pour réfléchir sur des sujets de société liés à l'évolution des connaissances dans le domaine de la science, de la vie et de la santé. Ce comité rend donc un rapport au gouvernement ayant une valeur consultative, je le répète, et dont le poids sur les décisions n'est absolument pas établi, l'État se réservant l'exclusivité d'une décision finale. Ce n'est pas vraiment là une éthique de prise de position et de responsabilité apte à répondre des conséquences prévisibles de nos actes sur le futur et d'avoir une action directe sur la législation. On peut se référer à de nombreux exemples.
comme par exemple les essais nucléaires de Mururoa, la pollution irréversible et mortelle du Rhône par le PVC, le Gabon et les mines d'uranium françaises qui tuent et qui polluent, la défense mensongère du nucléaire par le gouvernement qui impose de gros risques aux populations présentes et futures, le blocage du développement de la recherche biotechnologique par ignorance scientifique en la matière, ou encore des médecines plus économiques et plus naturelles qui défavoriseraient le trust pharmaceutique, sont écartés, récupérés ou interdits. L'empoisonnement de la terre par les transgéniques et les pesticides est par contre toléré comme un investissement diplomatique avec le domaine du privé et les puissants trusts pharmaceutiques. Et des exemples, il y en a encore, 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 etc., etc. Dans le domaine de l'action, Aristote, qui est en quelque sorte le père de l'éthique, distingue la praxis, action immanente qui a sa fin en elle-même, et la poésie, qui au sens large, la production d'une œuvre extérieure à la norme. Cette distinction place d'un côté les sciences pratiques, principalement décisionnelles, et de l'autre les sciences poétiques, de nature plutôt consultative, l'éthique et l'esthétique, si vous préférez. Quand on observe l'engouement porté par les Français au sujet du référendum sur la Constitution européenne, nous sommes tentés de penser que le peuple n'est pas indifférent au choix qui détermine la construction de sa société future. Apparaissant aujourd'hui évident que ceux qui prennent les décisions tout seuls ne sont pas tenus d'en assumer la responsabilité par la suite, ne serait-il pas souhaitable de rendre l'éthique à ceux qui pâtissent de son absence au quotidien, soit chacun de nous? Faut-il toujours attendre le cataclysme pour prendre en considération l'importance du débat authentique? La théorie néolibéraliste, par exemple, qui induisait la croyance que le bien de tous vienne de lui-même par le marché, dans toutes les entreprises, pour que les bénéfices soient le plus élevés possible, était-elle compatible avec l'intégrité et la justice sociale? Nous voyons bien aujourd'hui, évidemment que non. C'est seulement un moyen pour une très petite minorité d'engranger des profits démesurés dont la population est privée. Au lieu de réfléchir à un nouveau système, on a continué de prêcher la maximisation des profits en toute mauvaise foi, jusqu'à ce que la crise financière nous rappelle que cette recherche du profit finit par nuire à la collectivité. Pourquoi les possibilités d'orientation différentes, que ce soit sur le plan économique ou autre, sont si peu prises au sérieux et présentées au sein du show médiatique comme de petits phénomènes marginaux et idéalistes, comparables quant à leur importance et à leur efficacité, incomparables avec le sérieux de l'économie de marché et avec l'énergie de l'ancien modèle qui se doit de tout tenir sous contrôle? C'est seulement parce que l'éthique, tout autant que la mode, nous sont imposées par les médias, au lieu qu'on y réfléchisse nous-mêmes et qu'on les choisisse. La promotion du nucléaire, par exemple, c'est un exemple. Ils ont immensément plus d'accès aux médias que leurs détracteurs et en profitent pour tromper l'opinion publique avec des déclarations comme « les énergies renouvelables ont une production négligeable, vous comprenez, par rapport au nucléaire » ou « l'énergie nucléaire entend plein développement dans la planète » ou encore « l'Allemagne prétend sortir du nucléaire, mais elle achète son électricité aux Français ». Tout ceci est parfaitement faux. Premièrement, les énergies renouvelables produisent plus que le nucléaire. L'hydroélectricité produit, elle, à elle seule, plus que le nucléaire. Troisièmement, les statistiques officielles fournies notamment par EDF et l'Agence internationale de l'énergie ne donnent au nucléaire que 2,5% de la consommation mondiale d'énergie. C'est déjà